Donc, mes chers collègues, reprise des auditions. Donc, nous recevons Monsieur Boissineau, inspecteur général de l'Éducation nationale, ancien président du Conseil supérieur des programmes. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition donc sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux de commission, accessible en version papier sur le site internet du Sénat. Agrégé de lettres et docteur en littérature française, vous avez enseigné dans le secondaire pendant une vingtaine d'années avant d'occuper diverses responsabilités au ministère de l'Éducation nationale, parmi lesquelles les fonctions de directeur des lycées et des collèges et directeur de l'enseignement. Vous avez été nommé recteur de l'Académie de Bordeaux en 2001, puis à l'Académie de Versailles en 2004, après avoir assuré la direction du cabinet du ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche. En octobre 2013, vous avez pris la tête du Conseil supérieur des programmes nouvellement créé, dont vous avez démissionné en juin dernier. C'est à tous ces titres que la Commission a souhaité vous entendre pour nous faire part de votre analyse sur l'état de la transmission des valeurs républicaines dans les établissements scolaires. À la lumière de votre expérience au sein du CSP comme de vos fonctions antérieures, vous pourrez sans doute mieux nous éclairer sur les difficultés rencontrées sur le terrain et sur les réponses que l'école peut y apporter. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, monsieur, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Perrin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions. Monsieur l'inspecteur général, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de m'accueillir. Bon, je vais essayer d'être bref pour tenir dans le délai que vous me donnez et de ne pas redire ce qui a été dit par un certain nombre des personnalités que vous avez déjà entendues. Je pense notamment à ma collègue, mon excellente collègue Florence Robine, directrice de l'enseignement scolaire, ou un universitaire comme Jean Bobéro sur les questions de laïcité. Trois points donc principaux que je voudrais évoquer rapidement et avec le schématisme qu'implique cette rapidité. D'abord sur le constat de ce qui s'est passé au mois de janvier et des effets que ça a pu produire sur les établissements scolaires et sur l'opinion. Il se trouve que pendant ce mois-là, j'ai rencontré beaucoup d'enseignants et de chefs d'établissement sur le terrain dans le cadre d'activités de formation. Ils ont le sentiment d'un paradoxe qui est au demeurant assez classique, le sentiment que la crise de la société débouche, peut-être quelquefois un peu trop vite, sur une interpellation de l'école. La société projetant ses doutes, ses angoisses sur l'école au nom d'un passé peut-être un peu idéalisé. Et à mon avis, cette mise en cause de l'école, où il y a des problèmes réels, j'y viendrai ensuite, mais cette mise en cause oublie quand même un peu vite deux points majeurs. Le premier, c'est que l'école dont nous parlons aujourd'hui et que nous comparons dans notre imaginaire à celle d'autrefois, c'est une école différente et qui accueille maintenant la totalité d'une génération, en particulier au niveau de la fin du collège. Et c'est souvent le niveau sensible, 4e, 3e, c'est là que des incidents ont pu se produire, incidents dont le nombre est évidemment difficile à quantifier exactement. Je vous rappelle qu'on avait connu exactement les mêmes difficultés au moment du 11 septembre 2001. J'étais à l'époque en poste dans l'Académie de Bordeaux et il y avait eu les mêmes manifestations de réticence de la part d'un certain nombre de jeunes dans les établissements scolaires. Donc, à la limite, et ce sera ma première remarque, ce qui serait surprenant, c'est presque que sur la masse de jeunes scolarisés au niveau du collège, on n'ait pas un certain nombre de manifestations de difficulté à s'adapter aux valeurs qui, à nous, paraissent évidentes, mais qui, pour les élèves, ne le sont pas forcément. Et j'ajoute, mais c'est une opinion qui n'engage que moi, que par rapport à ça, la pratique d'un rituel comme celui de la minute de silence, qui nous est naturel dans certaines instances, me paraît assez mal adaptée, pour parler franchement, au monde scolaire.
La minute de silence, c'est fait pour permettre à une communauté qui est relativement sûre de ses valeurs partagées de communier dans ces valeurs. Mais avec des adolescents, âge volontiers frondeur, et pour lesquels les valeurs en question ne sont pas forcément acquises d'entrée, mais sont plutôt à construire, je croirais volontiers que c'est plutôt une heure de parole qui conviendrait qu'une minute de silence. Et donc, d'une certaine manière, on provoque des incidents. C'est aussi ce qui s'était passé au moment du 11 septembre 2001 et je crois qu'il faut peut-être réfléchir à notre manière de sensibiliser les jeunes dans ces circonstances-là. Deuxième remarque, n'oublions pas que les jeunes d'aujourd'hui passent en moyenne plus de temps devant leurs écrans, télévision, ordinateur, smartphone, qu'ils n'en passent à l'école. Et donc, avant d'interpeller l'école, songeons que ces jeunes sont exposés quotidiennement à une vision de notre société dont il est inutile, j'imagine, de rappeler devant vous qu'elle n'est pas toujours très conforme aux valeurs républicaines que nous préconisons par ailleurs, qu'il s'agisse de l'image que les jeunes peuvent avoir des conflits internationaux ou qu'il s'agisse de nos polémiques franco-françaises. Les jeunes peuvent avoir le sentiment, me semble-t-il, que le monde dans lequel ils vont entrer ne correspond pas exactement à l'idéal des valeurs qu'on leur propose. Et vous savez bien qu'une des raisons importantes de leur réaction, c'est le sentiment qu'ils peuvent avoir d'un décalage entre le discours qu'on leur tient et la réalité qu'ils constatent quotidiennement. Alors, tout ceci veut dire simplement, dans mon esprit, que ça n'est pas anormal ni forcément dramatique qu'il y ait des raisons, qu'il y ait des manifestations de la part d'une fraction malgré tout assez minoritaire de jeunes devant un rituel comme celui de la minute de silence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'en préoccuper, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de difficultés, mais simplement ça nous rappelle que les valeurs auxquelles nous nous référons pour ces jeunes-là sont des valeurs à construire. Et là, l'école a évidemment une responsabilité essentielle, mais ça n'est pas des valeurs données d'avance sur lesquelles on pourrait prendre appui comme si elles étaient évidentes. Et ça, ce sera mon deuxième point. Je crois que ces valeurs républicaines qui nous tiennent à cœur et auxquelles nous nous référons, c'est un bel idéal que nous proposons, mais c'est un idéal qui ne va pas de soi, y compris pour les adultes. Voyons les débats politiques qui montrent en permanence que nous ne mettons pas forcément tous les mêmes contenus derrière des mots comme ceux de laïcité, d'intégration, d'égalité, sans parler de la fraternité. Et le vivre ensemble, dans la terminologie européenne notamment, qui s'est imposée, c'est une notion aussi extrêmement ambiguë. Il y a, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a un philosophe extrêmement intéressant actuellement, c'est Abdenour Bidar, qui a une réflexion sur l'islam et sur la société contemporaine extrêmement riche. Et Abdenour Bidar aime citer une phrase de Paul Valéry qui disait en 1938 à propos de la liberté qu'elle faisait partie de ces mots, je cite Valéry, qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui demandent plus qu'ils ne répondent. Bien, j'ai le sentiment que les valeurs auxquelles nous nous référons, elles sont souvent désignées par des mots qui chantent plus qu'ils ne parlent. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse le travail de leur redonner un sens. Ou d'ailleurs, j'ai peut-être tort de dire de redonner, de donner un sens. Parce que les travaux des historiens montrent que, depuis 2 siècles, les valeurs républicaines vont beaucoup moins de soi qu'on ne le croit souvent, et qu'elles ont toujours fait l'objet de débats. Elles ont toujours été plus à construire qu'à constater. Et de ce point de vue-là, je ne crois pas qu'on ait forcément affaire à un déclin par rapport à un état antérieur, mais on a simplement, à nouveau, comme ça a été souvent le cas dans l'histoire de France, à redéfinir ces valeurs collectives qui ne sont pas forcément données de soi au départ. Et ça, pour les enseignants, c'est une véritable difficulté. Et c'est un point sur lequel je voudrais insister, c'est bien celui-là. C'est-à-dire qu'il me semble que les enseignants ont absolument besoin d'une forme de réassurance quant aux valeurs qu'on leur demande, à juste titre, de porter et de communiquer à leurs élèves. Et cette réassurance, elle ne peut leur venir que de la société elle-même. Et donc, il ne suffit pas que la société mette en cause l'école. L'école aussi met en cause la société et on est dans un mouvement de va-et-vient permanent. Quand on regarde nos débats actuels, sommes-nous vraiment tous d'accord dans la conception que nous nous faisons de la laïcité? Avons-nous tous une conception de la laïcité porteuse de tolérance et de fraternité?
je me pose parfois la question. Sommes-nous tous capables de distinguer clairement le fait religieux et les dérives sectaires? Ce sont des questions que les enseignants se posent quotidiennement. Les principes de rationalité et de libre examen qui sont au cœur de l'école et des principes de l'école républicaine, comment s'articulent-ils avec les croyances religieuses? Ça ne va pas de soi. Avec la tradition chrétienne, il a fallu des siècles pour clarifier les enjeux de ce domaine-là, dans ce domaine-là. Avec l'islam, c'est un débat qui est en cours. Les enseignants sont un peu dans le brouillard, si je peux me permettre de parler familièrement par rapport à ça. Et je crois que nous avons besoin d'élucider ces choses-là. C'est un sentiment que j'avais déjà eu lorsqu'auprès de Luc Ferry, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, j'avais participé à l'élaboration de la loi de 2004 sur les signes religieux. Et déjà à l'époque, on avait constaté un grand flou dans la perception que les enseignants pouvaient avoir de toutes ces notions et de toutes ces valeurs. Donc je crois qu'il y a un effort de clarification qui doit partir de la société, qui doit passer par la formation des enseignants, formation initiale, formation continue, si on veut qu'ils soient en mesure de porter, comme nous le souhaitons, ces valeurs républicaines. Et puis troisième point, je pense que l'une des raisons pour lesquelles l'école est en difficulté par rapport à la transmission des valeurs républicaines, c'est du fait d'un vieux débat dans notre école, qui est le débat entre éducation et instruction. Vous savez qu'il y a toute une tradition dans l'école française qui se réclame, à tort d'ailleurs à mon avis, de Condorcet, qui est mal lu en l'occurrence, tout un vieux débat qui consiste à dire l'école est là pour s'occuper de l'instruction, de la transmission des connaissances telles qu'elles sont codifiées dans des disciplines d'enseignement, mais l'éducation, elle, relève des familles. Cette distinction, elle a une part de pertinence. C'est vrai que le rôle de l'éducation, le rôle de l'école ne sont pas les mêmes et que l'école doit être respectueuse de la part des familles dans l'éducation. Mais pour autant, il me semble qu'on en tire trop vite la conclusion que l'école n'est pas légitime autour des enjeux éducatifs. Et cette espèce de repli sur l'instruction, qui est le fait de beaucoup d'enseignants et qui est en même temps un signe de peur par rapport aux enjeux de la société, est à mon avis extrêmement dangereux parce que précisément, il met l'école très mal à l'aise par rapport aux questions que nous connaissons actuellement. Et je crois qu'il faut absolument que les enseignements et que les enseignants réinvestissent les enjeux éducatifs et qu'on les aide à le faire. Alors, dans le cadre, bien sûr, de la laïcité, dans le respect d'un certain nombre de partenaires et évidemment du rôle des familles, mais pour autant, on ne peut pas en rester à la conception selon laquelle les enseignants seraient de purs techniciens transmetteurs de connaissances. Et donc, il faut les aider, et notamment dans la définition des programmes d'enseignement, dans la définition des contenus même des enseignements, à bien faire percevoir aux élèves que lorsqu'on leur transmet un certain nombre de connaissances, lorsqu'on contribue à leur instruction, on participe également à un effort de formation, à un effort d'éducation, à une vision du monde qui, en effet, est celle qu'incarne l'école républicaine. Deux exemples. L'un que je reprends à ma collègue Florence Robine, qui je crois l'a déjà dit devant vous avec raison, lorsqu'on enseigne les sciences aux élèves, on n'enseigne pas simplement des techniques, on n'enseigne pas simplement des concepts, même si c'est un aspect important des choses, on transmet également une certaine conception des procédures qui permettent de viser la vérité. Et on rencontre évidemment le problème de la manière dont on peut discerner entre différents avis, entre différentes opinions, et de la manière dont on peut penser ou pas que telle procédure de raisonnement permet d'arriver à une vérité plus sûre, plus consensuelle et plus républicaine que la simple croyance ou que l'opinion a priori qu'on peut avoir sur la base de telle ou telle vérité supposée révélée. Ça, c'est un enjeu épistémologique. Et ça veut dire que quand on enseigne la physique, quand on enseigne les mathématiques, on prend le temps d'expliquer aussi aux élèves les démarches qu'on met en œuvre et ce que ça signifie sur le plan des procédures de raisonnement. Et c'est là qu'on rejoint évidemment le débat que j'évoquais tout à l'heure sur la relation entre la croyance, dans tous les sens du mot croyance, c'est-à-dire à la fois la foi et la crédulité, et puis les procédures de raisonnement scientifique. Mais ce qui vaut pour la science vaut aussi pour les sciences humaines, c'est-à-dire pour tout le domaine des débats éthiques, politiques, etc., où il faut qu'on aide les enseignants à armer les élèves pour comprendre que toutes les procédures de raisonnement ne se valent pas, qu'il y a des manières de dialoguer avec l'autre
pour viser un accord raisonnable, et ça c'est au cœur de la démarche républicaine, c'est au cœur de la démocratie, qui est préférable à l'injure, aux techniques de persuasion plus ou moins sophistiquées, à la propagande, etc. Et ça c'est par exemple un travail que doit faire l'enseignement du français, que doit faire l'enseignement de la philosophie. Et je crois que ces dernières années, nos programmes d'enseignement, nos pratiques ont un peu trop déserté ce terrain-là, peut-être par peur de s'avancer sur des enjeux difficiles, dangereux effectivement, mais il faut que les enseignants, aidés par de nouveaux programmes, et je crois que le nouveau socle commun d'ailleurs va dans ce sens-là, aidés par leur formation et soutenus par la société, puissent davantage réinvestir ce terrain d'une certaine conception des enseignements pour former effectivement leurs élèves à ces valeurs qui, encore une fois, ne sont pas données d'entrée, mais sont à construire quotidiennement dans les classes. Et donc, en conclusion, très simplement, à partir de là, et en vous priant de m'excuser d'avoir été réducteur pour être bref, je dirais très, très simplement, la contribution de l'école par rapport aux valeurs républicaines, ça n'est pas, de mon point de vue, fondamentalement telle ou telle minute de silence, tel ou tel module de formation ou tel rituel symbolique. On peut en discuter, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de réinvestir dans les enseignements eux-mêmes un message républicain, en effet, une mission éducative et pas simplement une mission d'instruction au sens un peu trop restreint du terme. Et ça, c'est d'ailleurs renoué avec l'esprit des fondateurs de l'école républicaine, Condorcet en tête, n'en déplaise à certains. Merci beaucoup pour ce propos liminaire.